Le passage du Nord-Ouest. Un labyrinthe de glace et de roches au cœur des mers les plus dangereuses du globe. Pendant 400 ans, des dizaines d'explorateurs, des centaines de marins affronteront ce labyrinthe pour trouver un passage qui relie l'Atlantique au Pacifique. 4 siècles de prodigieux navigateurs, de survivants des glaces, d'épopées grandioses et d'horribles tragédies. Voici l'histoire du passage du Nord-Ouest. L'histoire de ce qui est sans doute la plus grande quête de l'exploration. 15e siècle, Europe. Les Français et les Anglais sortent de la terrible guerre de 100 ans. Quant aux Espagnols, ils viennent d'achever une guerre longue de 700 ans, la Reconquista. Et après s'étant troublés, tous aspirent désormais au commerce et à la richesse. Et ils savent où elle se trouve. À l'autre bout du monde se trouverait un royaume caché, découvert par Marco Polo. Un royaume riche et puissant, Cathay. Soit la Chine. En bref, on cherche une route commerciale pouvant rallier l'Europe à l'Asie. Mais à l'est, le dangereux empire ottoman bloque le passage. C'est donc vers l'ouest que les Européens vont se tourner. La suite, vous la connaissez. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique en pensant être arrivé en Asie. Et lorsque Christophe Colomb rentre à Valence, un homme se trouve dans la foule. Son nom, John Cabot, un Vénitien d'une quarantaine d'années qui est passionné par les récits de Marco Polo. Et lorsque Christophe Colomb affirme avoir découvert les Indes, John Cabot émet un sérieux doute. Les indigènes décrits par Colomb ne ressemblent pas du tout aux asiatiques décrits par Marco. Il se met à douter tellement fort qu'il décide d'organiser sa propre expédition. Pour lui, Christophe Colomb n'est pas arrivé en Asie. Et il compte bien le lui prouver en allant lui-même en Asie. Nous voilà donc au début de l'année 1497. C'est une vingtaine de marins et un ambitieux capitaine qui partent tout droit vers l'inconnu. Après 35 jours de navigation, ils finissent par atteindre une terre, le Labrador. Sauf que ce n'est pas l'Asie, mais juste un bout de terre du Canada. Et ça, John Cabot a du mal à y croire. Persuadé qu'il est arrivé à Cathay, il organisera en 1498 une nouvelle expédition. Malheureusement, il disparut en pleine mer avec son équipage. Mais son travail n'aura pas servi à rien. Grâce à lui, on savait que le nouveau monde découvert par Colomb était bien plus vaste que ce que l'on imaginait. Il fallait désormais trouver le passage qui permettra de contourner l'Amérique. C'est là qu'intervient ce type. Son nom vous dit peut-être quelque chose, Hernán Cortés. Connu entre autres pour avoir conquis l'Empire aztèque, il demande en 1539 à un certain Francisco de Ulloa de naviguer le long des côtes de Californie. Sauf que notre cher Francisco fait plusieurs erreurs. Pour lui, la Californie est une île, bon après tout pourquoi pas, mais surtout, il établit qu'il existerait un détroit au nord de la Californie. Un détroit qui traverserait le continent américain, le détroit d'Anian. Et à cause de cette simple erreur, plusieurs générations d'explorateurs partiront à la recherche de ce fameux détroit d'Anian. Pour le meilleur, comme pour le pire. Le premier d'entre eux se nomme Martin Frobisher. C'est un Anglais et il est déterminé à découvrir ce fabuleux détroit d'Anian. Il faut dire que ce Martin a tout de même une sacrée expérience. Navigateur depuis ses 19 ans, il devint un formidable corsaire pour sa majesté, côtoyant des hommes comme le célèbre Francis Drake. Sauf que Frobisher n'a absolument pas les moyens d'organiser une expédition dans le Grand Nord. Il lui faudra presque 15 ans pour rassembler l'argent nécessaire. Mais ça y est, juin 1576, le galion du corsaire part s'enfoncer au plus profond de l'Arctique. Après un mois de navigation, les marins découvrent avec fascination leurs premiers icebergs, leurs premiers phoques, leurs premiers ours polaires. Et puis finalement, ils découvrent une terre, l'île de Baffin, où ils rencontrent leur premier Inuit. Mais la rencontre ne va pas se passer comme prévu, puisque 5 de ces hommes disparaîtront alors qu'ils tentaient d'approcher un village Inuit. Foudrage, Martin Frobisher kidnappe un Inuit et leur vole un minerai, une sorte de roche charbonneuse. Tiens, il y a dedans un métal brillant. Serait-ce de l'or? Sans même le vérifier, notre explorateur organise la première ruée vers l'or de l'histoire. De retour à Londres, il organise une nouvelle expédition comprenant pas moins de 15 vaisseaux. 15 vaisseaux remplis d'hommes avides de faire fortune dans le Grand Nord canadien. Tous se précipitent à Baffin, où ils chargent une quantité énorme de ce minerai avant de retourner en Angleterre. Ah, Martin Frobisher et ses marins sont certains d'avoir fait fortune. Sauf que là, les experts sont formels. Ce n'est pas de l'or, mais juste de la pyrite, un métal sans valeur. Ils ont fait tout ça pour rien. Martin est tellement dégoûté qu'il abandonne les expéditions polaires. Alors, c'est un certain John Davis qui prend le relais. Lui est plus sérieux. L'or ne l'intéresse pas. Il cherche juste à découvrir ce fameux passage du nord-ouest. Pour cela, il décide de contourner l'île découverte par Frobisher et remonte vers le nord. Mais aucun détroit, aucun passage ne s'y trouve. Et lors de son 3e voyage, il atteint le 73e parallèle. Malheureusement, au-delà, il y a trop d'icebergs et à cette époque, pas de brise-glace ou de coque solide. Il est obligé de renoncer. Un homme va alors entreprendre la suite de l'exploration.
Henry Hudson. Une véritable légende, un des plus grands explorateurs polaires de tous les temps. Mais au début de sa carrière, c'est surtout l'Est qui intéresse Hudson. Il cherche à franchir le passage du Nord-Est, qui, si ça vous intéresse, fera peut-être l'objet d'une future vidéo, abonnez-vous pour ne pas la rater. Problème, il ne parvient pas à dépasser l'île de Nouvelle-Zambes. Alors, Hudson décide de naviguer vers l'ouest. Lui aussi rêve de découvrir ce mythique détroit d'Anian, ce passage du Nord-Ouest. 17 avril 1610. À la tête du navire Discovery, Hudson part en direction de l'île de Baffin. Contrairement à Davis, il décide de contourner l'île de Baffin par le sud. Et c'est là qu'il aperçoit un détroit. C'est lui. Le détroit d'Anian, le mythique, le tant désiré détroit qui relierait le Pacifique à l'Atlantique. Le Discovery franchit le détroit. Tout l'équipage regarde avec fascination les terres désolées qui entourent le navire. Et puis, après quelques jours, une immense étendue d'eau s'offre à eux. C'est le Pacifique. Il en est persuadé, il vient de résoudre la quête du détroit d'Anian après déjà plus d'1 siècle de recherche. Hudson navigue donc vers le sud pour arriver à Cathay. Mais le voilà soudainement bloqué par une terre. Et ce n'est ni Cathay, ni l'Inde, mais le Canada. Et oui, ce qu'Hudson prenait pour le détroit d'Anian était juste le détroit d'Hudson, et ce qu'il prenait pour le Pacifique n'était rien d'autre que la baie d'Hudson. Les voilà donc pas du tout au Pacifique, mais bloqués au niveau de cette petite baie, la baie de James. Et l'hiver arrive. Le terrible hiver nordique. Les températures chutent drastiquement, les glaces recouvrent la baie et piègent le navire. D'autant plus qu'il manque de nourriture. Mais ils tiennent le coup, survivent, et en juin 1611, Hudson se dit même prêt à repartir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque son équipage refuse. C'est trop risqué, on finira tous par mourir. La tension monte, et l'équipage finit par organiser une mutinerie. Hudson est capturé. Les mutins l'abandonnent dans une chaloupe et s'en vont rejoindre l'Angleterre. Seuls 8 d'entre eux réussiront. Quant à Hudson, on n'entendit plus jamais parler de lui. Des légendes racontent qu'il a été accueilli par une famille d'Inuits, mais il est malheureusement plus probable qu'il soit simplement mort de faim. Le passage du Nord-Ouest venait de faire sa première victime, et nombreux sont ceux qui finiront comme Hudson. Et oui, vous avez bien lu. Après la tentative désastreuse d'Hudson, on se dit que c'est sans doute moins pire de trouver le passage du Nord-Ouest depuis le Pacifique. C'est en tout cas ce que pensait Vitus Bering. Ce Danois ne rêve que d'une chose, devenir un grand explorateur. Et il sait qu'à son époque, un bon moyen pour y parvenir, c'est d'entrer dans la prestigieuse marine russe. De là, Bering gravit les échelons et organise plusieurs grandes expéditions, dont une qui l'emmena jusqu'au détroit qui portera son nom, le détroit de Bering. Nous sommes en 1733 et notre cher Vitus est au sommet de sa gloire. C'est alors que Bering est convoqué en personne par l'impératrice pour une nouvelle expédition d'envergure, la Grande Expédition du Nord, qui a pour but, vous l'avez deviné, la découverte du passage du Nord-Ouest. Vitus Bering accepte sa mission. Le voilà parti, direction Okhotsk. Arrivé à Okhotsk, petit port de pêche, le capitaine Bering organise le départ de 2 navires, le Saint-Paul et le Saint-Pierre. Le 4 juin 1741, les 2 bateaux lèvent l'ancre. Tous 2 font cap vers l'est. Ils dépassent alors la péninsule du Kamtchatka et longent ce groupe d'îles appelées les îles Aléoutiennes. Et puis, un soir, une violente tempête se déclare. Les nuages explosent, la mer se déchaîne. Le lendemain, le capitaine du Saint-Pierre, qui n'est autre que Bering, se réveille et regarde à l'horizon. Personne. Aucun bateau. Mais où est donc passé le Saint-Paul? A-t-il fait naufrage ou s'est-il simplement éloigné? Sans réponse, le Saint-Pierre décide de poursuivre sa route seul, tout droit vers l'inconnu. Et puis, un beau jour, l'équipage aperçoit une cime blanche. Une montagne gigantesque, toute blanche, une montagne plus grande que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Il s'agit du mont Saint-Élie qui, effectivement, est l'une des montagnes les plus massives sur Terre, avec 5500 mètres de hauteur finissant tout droit dans la mer. Vitus Bering venait de découvrir une nouvelle terre, l'Alaska. Il se met alors à cartographier les côtes de l'Alaska quand, de manière soudaine, le scorbut vient frapper son équipage. Une maladie due à une carence en vitamine C assez horrible. N'allez pas voir sur internet, c'est vraiment pas beau à voir. En bref, comprenez-le, avec une telle maladie, le danger est grand. Si il ne rentre pas à temps, tous risquent d'y passer. Bering fait donc demi-tour, sans savoir que son calvaire ne faisait que commencer. Une première tempête abîmera le Saint-Pierre, ce qui les obligera à accoster sur cette petite île. Puis, c'est au tour d'une seconde tempête d'achever le Saint-Pierre. Les voilà malades, proches de la mort, sur un bout de terre perdu dans l'Arctique russe. Et l'hiver arrive, et avec lui le froid, les tempêtes hivernales. Au fil des jours, la situation devient si désespérée qu'un homme dira « Des hommes ne cessaient de mourir. Les morts restaient un temps considérable parmi les vivants.
car personne n'avait la force de retirer les cadavres. Et parmi ces cadavres se trouve, à partir du 19 décembre, Vitus Bering. Désormais, les survivants ne sont que 46. 46 hommes qui, poussés par l'énergie du désespoir, finissent par fabriquer un radeau et rejoignent le Kamtchatka. Les quelques survivants ont alors la joie de retrouver leurs confrères du Saint-Paul qui, après la tempête, avaient eux aussi atteint les côtes de l'Alaska avant de retourner au Kamtchatka. Quant à Bering, il tomba dans l'oubli et ce n'est que bien plus tard que l'on retrouvit sa tombe perdue au fin fond de l'Arctique. Un qui ne va pas tomber dans l'oubli, c'est James Cook. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et la couronne d'Angleterre promet une somme de 20 000 livres à quiconque parviendrait à trouver le passage du Nord-Ouest. Et qui de mieux pour relever le défi que James Cook, célèbre explorateur ayant déjà fait 2 tours du monde. Pour son expédition, Cook s'appuie sur les témoignages de Francisco de Ulloa. Vous savez, celui qui a déclenché le mythe du détroit d'Anian. Selon notre cher Francisco, le passage du Nord-Ouest se trouverait entre ce qui deviendra la Colombie-Britannique, au nord, et la Californie. Il faut dire qu'à cette époque, ce littoral est très mal connu. Regardez cette carte de l'époque. La Russie est plutôt réaliste, notamment grâce à Bering, mais le Canada... c'est pas encore ça. Pendant des mois, Cook va donc inspecter minutieusement ce littoral en entrant dans chaque baie, chaque fjord. Regardez cette côte déchiquetée. La tâche de James Cook était vraiment interminable. Elle a néanmoins permis une chose. On sait que le détroit d'Anian n'existe pas. Nous sommes en 1777 et il aura fallu presque 300 ans pour découvrir que ce détroit était un mythe. Tout ça à cause de lui. Désormais, les Européens savent que si un passage du Nord-Ouest existe, alors il se trouve au nord, très au nord, dans l'enfer des glaces polaires. L'histoire que je vais vous raconter est sans doute l'une des plus épiques et des plus terrifiantes de cette vidéo. C'est celle de la plus grande expédition jamais lancée à la conquête du passage du Nord-Ouest. Nous sommes en 1845. 15 ans plus tôt, le Britannique James Clark Ross a été l'un des premiers à s'enfoncer dans ce dédale d'îles qui était encore inexploré au début du 19e siècle. Ross est allé jusqu'au détroit de Lancaster, au sud de l'île Devon, qui a d'ailleurs la forme d'un cachalot, avant de redescendre jusqu'à l'île du roi Guillaume. Et surtout, il en est revenu vivant, ce qui, vous me l'accorderez, est plutôt rare pour l'époque. Un exploit donc qui motiva l'amirauté britannique pour planifier cette fameuse expédition de 1845. À la tête de celle-ci, John Franklin, un marin expérimenté qui a déjà organisé 2 expéditions dans l'Arctique. Et avec lui, ce sont 134 officiers et marins, 2 chiens et même un singe, après tout pourquoi pas, qui partent à bord du HMS Erebus et du HMS Terror. 2 navires à la pointe de la technologie de l'époque, tous 2 équipés d'une machine à vapeur et d'une coque renforcée. Au printemps, le Terror et l'Erebus font cap vers le détroit de Lancaster, avec l'ambition d'en finir avec ce passage du Nord-Ouest. Et pourtant, après avoir quitté l'île de Baffin, les 2 HMS disparaissent. Que s'est-il passé? Comment une expédition si bien organisée aurait pu échouer? En Angleterre, la presse se déchaîne. Regardez cette affiche. Le gouvernement promet une somme de 20 000 livres au premier qui trouvera Franklin. Pendant des années, ce sont donc près de 52 navires et des dizaines d'expéditions qui vont se succéder pour trouver le Terror et l'Erebus. L'une d'elles, celle de Robert McClure, parvient même à faire un exploit sans précédent. Si son but initial était de retrouver John Franklin, McClure eut rapidement un nouvel objectif: découvrir le passage du Nord-Ouest. Au bout de plusieurs mois, il atteint l'île de Banks, et après avoir inspecté les environs, il découvre un passage, le détroit du Prince de Galles. Mais, encore une fois, l'hiver arrive, et avec lui la banquise qui empêche toute navigation. McClure organise donc ce que font tous les explorateurs polaires de son époque, un hivernage. Pour faire simple, lors d'un hivernage, vous laissez votre bateau figé dans les glaces et attendez patiemment l'hiver, en lisant des livres éclairés à la bougie et en ne s'aventurant presque jamais à l'extérieur. Et lorsque l'été arrive et que la banquise fond, vous voilà libre de continuer votre expédition. Sauf que McClure n'a pas de chance. Une fois l'été arrivé, la banquise est toujours là, et l'été suivant aussi. Pareil pour celui d'après. La situation commence à devenir critique et désespérée. Les hommes sont affamés, gelés et terrifiés. Imaginez être bloqué plus d'1 an dans un lieu si isolé qu'il ne figure sur aucune carte. Mais un matin... un traîneau, des hommes venus du HMS Resolute, un navire qui est passé par le détroit de Bering, viennent les secourir. Quel soulagement! Grâce au HMS Resolute, puis au HMS North Star, il rejoint l'Angleterre. Attendez,
Vous avez bien vu? Robert McClure et ses hommes sont les premiers à traverser le passage du Nord-Ouest. Bon, le fait que ce dernier a employé des bateaux venus de 2 directions différentes invalide son exploit, mais au moins, on sait que franchir le passage du Nord-Ouest est possible. Ce n'est plus qu'une question de temps. C'est une bonne nouvelle, mais avec tout ça, on ne sait toujours pas ce qu'est devenu l'expédition Franklin. C'est un explorateur du nom de John Rae qui trouve les premiers indices. Des Inuits lui disent avoir vu un grand navire en bois s'échouer peu après l'année 1845. Selon eux, les survivants se seraient dévorés entre eux. Les recherches se poursuivent et de nouveaux indices sont trouvés. Des tombes ou encore le reste d'un journal de bord. Les pièces de puzzle s'assemblent et on commence à comprendre le sort de l'expédition Franklin. Voici le récit de leur survie. Après avoir traversé le détroit de Lancaster, les 2 HMS naviguèrent vers le sud à travers le détroit de Peel. Arrivés au large de l'île du roi Guillaume, Franklin et ses hommes se retrouvèrent piégés par les glaces. Comme pour McClure, la banquise ne fondit pas pendant l'été. Les hommes de Franklin ont donc quitté le navire et marché vers le sud. Mais le scorbut les a frappés. Beaucoup en sont morts, mais certains ont trouvé la force de faire demi-tour. Le chemin du retour était ponctué de cadavres d'hommes décimés par le scorbut. Dans les années à venir, plusieurs groupes de survivants tentèrent de rallier le Canada. Les hommes tombaient sur la glace les uns après les autres. Un dernier groupe de survivants eut recours au cannibalisme et mangeait les cadavres innombrables de leurs confrères. Au bout de 6 ans de cauchemar dans les glaces, il n'en restait alors plus que 4 sur 134. Essayez juste de visualiser. 6 ans dans cet environnement glacial. 6 ans à voir leurs camarades mourir les uns après les autres. Et vous voilà prêts à entamer un dernier voyage au cœur de l'Arctique. Et puis, un jour, un Inuit accueille ces 4 survivants. Ils sont au bord de la mort et indiquent vouloir rentrer chez eux. Mais on ne les reverra plus jamais. Au final, de la grandiose expédition de Franklin, aucun ne survécut. Ce qui est d'autant plus triste quand on sait que pendant ce temps, des dizaines d'explorateurs étaient à leur recherche. Alors que McClure commençait son premier hivernage, il y avait encore ces 4 survivants isolés sur l'île du roi Guillaume. Après un tel désastre, le Royaume-Uni décide de stopper les recherches du passage du Nord-Ouest. Qui serait assez fou pour affronter les glaces meurtrières de l'Arctique canadien? Et pourtant, il y en a bien un qui ne rêve que de ça. Ce jeune garçon norvégien. Durant toute sa jeunesse, il a dévoré les récits de McClure, de l'expédition de Franklin ou encore d'Hudson. Son nom, Roald Amundsen. Problème, sa mère veut qu'il devienne médecin. En bon fils de famille, il entame donc des études de médecine. Mais dès lors que sa mère décède, il quitte la médecine et s'engage sur des baleiniers qui formeront Amundsen à la navigation polaire. Et puis un jour, une occasion se présente. Un navire, le Belgica, s'apprête à partir en Antarctique. Roald Amundsen embarque sur le navire et c'est là qu'il fait la connaissance de plusieurs explorateurs expérimentés, dont un certain Frederick Cook. Ce dernier lui apprend diverses techniques de survie polaire. Comment éviter d'attraper le scorbut, comment diriger un attelage de husky, ou même des techniques inuites pour résister contre le froid. Grâce à Frederick Cook, le jeune et ambitieux Amundsen se sent prêt pour tenter le passage du Nord-Ouest. Ce qu'il fera dès son retour en Norvège. Et pour cela, il utilisera ce bateau, le Gjoa, un petit sloop de 21 mètres pas bien grand. Et avec lui, seuls 6 membres d'équipage. On le prend pour un fou, partir dans les mers les plus dangereuses du globe avec seulement 6 hommes et un ridicule petit bateau à voile. Mais Amundsen, lui, est confiant et ignore les critiques. Son équipage est certes petit, mais tous sont compétents et complémentaires. On y retrouve aussi bien un médecin, un chasseur de baleines redoutable, un éleveur de chiens de traîneau, un cuistot et même un certain Gustave, benjamin de l'équipe du haut de ses 25 ans. Nous voilà donc le 16 juin 1903, à minuit. Le Gjoa et ses 7 passagers appareillent depuis le port d'Oslo, cap vers l'ouest. Le Gjoa contourne alors le Groenland et s'enfonce dans le dangereux détroit de Davis. Un détroit rempli d'icebergs capable de transformer votre expédition en une tragédie digne du Titanic. Sauf qu'il est là, l'avantage du Gjoa. Ce petit sloop se faufile entre les icebergs et file en direction du détroit de Lancaster, puis fait cap vers le sud avant de s'arrêter dans la baie de Gjoa. C'est précisément ici qu'Amundsen a choisi de faire son hivernage. Plus qu'un simple hivernage, Amundsen a prévu de rester 2 ans sur cette baie. 2 ans durant laquelle l'équipage tenta de localiser le pôle nord magnétique, cartographia les alentours et, pire que tout, entreprit des observations astronomiques. Chaque nuit, un des 7 membres de l'expédition restait sous un froid de moins 60 degrés et de terribles vents polaires. Le tout immobile. Bref, c'est l'enfer. Mais après ces longues et rudes années, le 13 août 1905, Amundsen part enfin. Le chemin est un vrai labyrinthe étroit, parfois profond d'à peine quelques mètres. Mais là où tant d'autres avaient échoué, tant d'autres avaient tenté l'impossible, souvent au prix de leur vie, Amundsen traverse cet infernal Dédale d'îles.
Ça y est, le redoutable passage du Nord-Ouest est désormais vaincu. Amundsen n'a alors plus qu'une hâte, annoncer au monde son succès. Mais au niveau de King Point, catastrophe. La banquise le force de nouveau à hiverner. Alors Amundsen attend. Des semaines, des mois entiers. Trop impatient, il finit par organiser une expédition absolument folle. Rallier Eagle, la station télégraphique la plus proche, qui se trouve à 800 km de King Point. Cela fait donc 1600 km aller-retour, le tout en plein hiver polaire à moins 50 degrés, au beau milieu de l'Alaska. Voici ce que représente un trajet de 1600 km. Enfin, ça n'empêche pas Amundsen d'appeler ça une promenade de santé et de revenir 2 mois plus tard en pleine forme à King Point. Sauf que de retour à King Point, Roald apprend la nouvelle d'une tragédie. Gustav Wicks, le benjamin de l'équipe, est mort. À seulement 27 ans, le jeune Gustav est enterré dans la glace de King Point. La culpabilité est terrible chez Amundsen. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû envoyer ce message à Eagle. C'est finalement le 31 août 1906 que le Gjoa atteint Nome sous une foule d'applaudissements. Les habitants de Nome découvrent alors un Amundsen profondément marqué. Il n'a que 33 ans, mais paraît en faire 63. Enfin, ce n'est pas pour autant qu'il va prendre sa retraite. Après un tel exploit, Amundsen devint un grand explorateur, multipliant les exploits au pôle Nord comme au pôle Sud. Et après, rien. Rappelez-vous, pendant des années, l'objectif était de trouver un passage maritime qui relierait l'Europe à l'Asie plus rapidement qu'en contournant l'Afrique ou l'Amérique. Sauf qu'avec la construction des 2 canaux de Suez et de Panama, personne n'a voulu repasser par le passage du Nord-Ouest. Alors, cette quête de 400 ans était donc inutile? Eh bien, sûrement pas. Car grâce à eux, nous avons découvert un monde. Un monde qui nous était inconnu et qui serait certainement resté méconnu sans cette quête de 400 ans. Un monde de glace, un monde de peuple, un monde sauvage, dangereux et magnifique.